Bien. Donc il est 10h30. Je déclare donc cette séance du conseil municipal ouverte. Donc séance d'installation du nouveau conseil municipal élu le 15 mars dernier. Je vais débuter la séance donc en faisant l'appel des conseillers municipaux par ordre alphabétique. Donc Abello Guillaume, Agussol Faustine, Alfaro Christian, Alori Amandine, Capon Alice, Castel Stéphane, Cerqueda Stéphane, Colin Padelou Christelle, Cuestas Pierre-Jean, Duclos Gilles, Duroc Emmanuel, Fleuteau Estelle, Garcia Jérôme, Gilles Isabelle, Gisbert Sylvie, Glaise Guigou Séverine, Morand Jacques, Mianet Micheline, Milési Béatrice, Minaro Augustin, Ouvrard Alix, Pollard Pierre présent, Rivéran Alain, là, Tricoche Émilie, Vidal Cécile, Vivancos, Jean-Claude, et Vauters Christian. Donc nous avons les 27 conseillers municipaux présents. Et donc je déclare l'ensemble des conseillers municipaux installés dans leurs fonctions pour ce nouveau mandat. Et je vais à présent céder la présidence de séance au doyen de l'Assemblée, en l'occurrence Alain Rivéran. Et pardon, je désigne en tant que secrétaire de séance Sylvie Gisbert. Donc Alain, tu as la présidence et le micro. Voilà. Bon, je constate que le nombre de conseillers présents, que la condition du quorum est remplie. Nous allons donc pouvoir procéder à l'élection du maire qui va se dérouler à scrutin secret et à majorité absolue parmi les membres du conseil. Si après 2 tours de scrutin aucun candidat n'a pris la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, élection à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé déclaré élu. Je propose de désigner 2 adversaires pour le bureau de vote, Agussel Faustine et Cerqueda Stéphane. Voilà. À l'appel de chaque nom, continué, il posera son bulletin de vote dans le réceptacle. Je fais à présent à candidature. Il se porte bien à la candidature en fonction du maire. Je vous présente. Voilà, d'accord. Nous allons procéder maintenant au scrutin. Pour Silentino, appelle les conseillers un à un.
Donc, pour le déroulement du scrutin, pardon, je précise que donc le vote se fait à l'appel de son nom dans l'urne ici présente, et donc d'indiquer sur le bulletin le nom du candidat ou un bulletin blanc. Christian Alfaro. Amandine Alouri. Alice Capon. Stéphane Coustet. Stéphane Serquila. Christelle Boilard-Badou. Pierre-Jean Costa. Gilles Duclos. Emmanuel Durand. Estelle Rigaud. Jérôme Garcia. Isabelle Gilles. Sylvie Gilbert. Séverine Glaise. Jacques Laurent. Micheline Mignani. Allez.
Augustin Milan. Alice Lacroix. Yacola. Alain Simon. Cécile Village. Et Christian. C'est fini. Le vote étant fini, les assesseurs vont procéder au dépouillement. Allez. Monsieur Paulard. Monsieur Paulard. Pollard. Pollard. Monsieur Pollard. Monsieur Pollard. Monsieur Pollard. Monsieur Pollard. Monsieur Pollard. Monsieur Pollard. 10. Blanc. Pierre. Donc, Monsieur Pollard. Monsieur Pollard.
Monsieur Pollard. Pollard. Monsieur Pollard. Blanc. Monsieur Pollard. 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 Pour terminer, Monsieur Pollard. Bon, je prononce M. Pollard, maire élu maire de Capestan. Bien. Donc je reprends la présidence de séance. Je reprends la présidence de séance. Merci infiniment pour votre confiance renouvelée. Après 12 ans déjà, passés dans la fonction de maire, je dois vous dire que j'ai toujours la même envie, la même énergie et la même détermination à travailler pour Capestan. Comme je l'ai été lors des 2 mandats écoulés, je serai le maire de toutes les Capestanaises et de tous les Capestanais. Rassembler notre commune est un impératif pour moi. Être élu, ce n'est pas uniquement un acte administratif. C'est un engagement fort. C'est le fruit d'un processus démocratique qui tire sa légitimité de la participation populaire. Cela nous engage et nous oblige. Je sais que les femmes et les hommes qui m'entourent partagent ces convictions. Être élu, ce n'est pas anodin. Être élu à Capestan, ça l'est encore moins. Car à Capestan, on n'est pas n'importe où. On le voit dès qu'on arrive dans notre village. Notre emblématique collégiale Saint-Étienne, visible de très loin, donne le ton. Capestan rayonne. Capestan rivalise avec les plus grands. Ne devait-elle pas être une cathédrale à l'égal de celle de Narbonne ? Et tout au long de l'histoire, Capestan a su dire non. Quand, le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, décide de conserver le pouvoir alors que la constitution de la Deuxième République lui interdisait, une
une petite commune du sud de la France s'est insurgée. C'était Capestan. La République de Capestan est proclamée le 4 décembre 1851. L'aventure, certes, ne dura qu'une semaine et fut durement réprimée. L'emblématique Jean Pêche et plusieurs autres paieront leur hardiesse de plusieurs années de bagne en Guyane, voire de leur vie. Mais Capestan avait marqué les esprits. Capestan la rebelle, Capestan la rouge. Cet esprit de résistance n'a pas quitté Capestan. Il devait se traduire une centaine d'années plus tard, le 6 juin 1944, par la tragédie de Fongin. Sur les 23 résistants morts à l'issue de ces terribles affrontements, 10 étaient originaires de Capestan. Cela a valu à notre village d'être encerclé par les chars allemands et coupé de l'extérieur pendant plusieurs jours. 179 Capestanais furent déportés en Allemagne. Un seul n'en revint pas. Il s'appelait Joseph Leibowitz. Cet épisode tragique valut à notre commune d'être distinguée le 11 novembre 1948 de la Croix de guerre. En France, seules 1500 communes ont eu droit à cette distinction et seulement 3 dans l'Hérault. Cette Croix de guerre, elle est encadrée sous verre en face de mon bureau. Chaque fois que je relève la tête, je la vois. Et cela me rappelle à quel point Capestan mérite qu'on donne tout pour elle. Mais l'esprit de solidarité, de combativité, de dépassement de soi se traduit aussi dans des domaines moins tragiques. Le rugby, par exemple. Quelle commune de 3500 habitants peut se targuer d'avoir à son palmarès 3 titres de champion de France en 1950, 1982 et 1983? Certes, je ne suis pas né à Capestan, mais je fais mienne toute cette histoire, toutes ces valeurs. Et je sais qu'il en est de même pour les femmes et les hommes qui m'entourent. Nous continuons à tracer cette voie singulière en menant les combats d'aujourd'hui. Par exemple, le combat contre la désertification médicale. Capestan a été la première commune de l'Hérault à disposer d'un centre municipal de santé avec des médecins salariés par la commune. Le combat pour l'avenir de la jeunesse avec les investissements dans nos écoles, nos équipements sportifs et de loisirs. Le combat pour léguer à ceux qui nous suivront un patrimoine qui ne soit pas la seule conservation de l'existant, mais un patrimoine enrichi, moderne et surtout utile. Le combat, enfin, pour que la solidarité, le partage, la convivialité restent des valeurs partagées dans un monde où l'individualisme et le chacun pour soi progressent chaque jour. Capestan, c'est notre identité, notre fierté. Capestan, nous l'aimons, nous la chérissons. Vive Capestan, vive la République indivisible, laïque, démocratique et sociale, et vive la France. Merci. Merci infiniment. Je vous invite maintenant à procéder à 1 minute de silence en la mémoire des conseillers municipaux qui nous ont précédés et qui malheureusement nous ont quittés. Je vous invite à vous lever. Je vous remercie. Bien, nous allons donc poursuivre l'ordre du jour de cette séance par la fixation du nombre d'adjoints. Donc, en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. En l'occurrence, 8 adjoints au maire maximum pour Capestan. Donc jusqu'à présent, nous avions 6 adjoints, puisque nous étions dans une strate de 23 conseillers municipaux. Et donc, au vu de la composition actuelle du conseil municipal, donc de 27 conseillers, et des critères que j'ai rappelés, donc de 30% d'adjoints maximum,
Donc je vous propose désormais de fixer le nombre d'adjoints au maire à 8. Voilà. Donc s'il n'y a pas de remarques ou de questions par rapport à ce point, je mets cette délibération, donc une fixation du nombre d'adjoints au maire à 8. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Bien, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc le nombre d'adjoints est désormais de 8. Nous allons donc à présent procéder à l'élection des adjoints et adjointes au maire. Donc le mode de scrutin, donc les adjoints sont élus au scrutin de liste, au scrutin secret, sans panachage, donc parmi évidemment les membres du conseil municipal. Donc les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, et puis donc les listes doivent être complètes, c'est-à-dire comporter 8 candidats, donc en l'occurrence 4 hommes et 4 femmes. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc je vous propose de laisser un délai de 2 minutes pour déposer les listes d'adjoints qui doivent être complètes. On ne procède pas au vote. Donc, voilà, donc j'ai ici la liste donc déposée par Jean-Claude Vivancos. Donc j'ai dit je laisse un délai de 2 minutes. Donc sachant que les listes doivent être complètes. Et une fois que les listes seront déposées, on procédera au scrutin de la même manière que pour l'élection du maire. Donc attendons que les listes soient déposées. Bon, le délai de dépôt des listes étant clos, donc une seule liste a été déposée, donc liste menée par Jean-Claude Vivancos. Et donc nous allons procéder au scrutin. Donc, je vais demander aux assesseurs de reprendre leur office. Et donc, charge à chacun des conseillers municipaux à l'appel de son nom, soit d'utiliser le bulletin présent donc, de la liste déposée par Jean-Claude Vivancos, ou le bulletin blanc si vous le souhaitez. Faustine Alusol. Christian Alfaro. Amandine Alouri. Alice Capon. Stéphane Castel. Stéphane Certella. Christelle Colin-Padoue. Pierre-Jean Bostat. Gilles Duclos.
Emmanuel Duroc, Estelle Fleuveau, Jérôme Garcia, Isabelle Gilles, Sylvie Gisbert, Séverine Lerizet, Jacques Mourant, Micheline Mianet, Béatrice Minesi, Augustin Milaro, Alix Ouvra, Pierre Paula, Alain Clément, Élie Coche, Cécile Vidal, Jean-Charles Dubois, Christian Rodin, Donc le scrutin est clos. Nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Liste Ivankos. Liste Ivankos. Liste Ivankos. Liste Ivankos.
Liste, vive en cause. 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 Bulletin blanc. Bulletin blanc. Liste, vive en cause. 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 Il faut terminer. Liste, vive en cause. Donc sur les 27 votants, donc 25 bulletins pour la liste menée par Jean-Claude Vivancos et 2 blancs. Donc la liste portée par Jean-Claude Vivancos est élue et les candidats qui y figurent sont proclamés adjoints et immédiatement installés dans leurs fonctions. Et donc ils prennent rang dans l'ordre figurant sur cette liste, c'est-à-dire premier adjoint Jean-Claude Vivancos, deuxième adjointe Isabelle Gilles, troisième adjoint Jérôme Garcia, quatrième adjointe Béatrice Milesi, cinquième adjoint Guillaume Avello, sixième adjointe Sylvie Gisbert, septième adjoint Jacques Morand et huitième adjointe Émilie Tricoche. Donc je vais à présent les appeler un par un pour leur remettre leur écharpe. Gilles. Jérôme Garcia.
Béatrice Milési. Guillaume Bello. Gilbert. J'appelle Jacques Mourant. Et j'appelle Émilie Tricoche. Et voilà donc l'équipe des adjoints qui m'accompagnera avec l'ensemble des conseillers municipaux pour mener à bien donc, notre projet pour les prochaines années. Voilà, je sais que je peux leur faire confiance, chacun dans leur domaine de compétences. Ils s'engageront chaque jour. Voilà. Merci encore. Au nom de tous ici présents, nous tenons à te remercier pour tout ce que tu as fait et que tu vas faire encore pour notre village de Capestran. Merci à tous et à toutes. Avant de passer au dernier point de l'ordre du jour, donc je vais vous indiquer les domaines de compétences de chacune des adjointes et de chacun des adjoints. Donc ces délégations qui feront l'objet d'un arrêté du maire dans les prochains jours, mais pour que vous ayez déjà une indication des attributions de chacun. Donc premier adjoint Jean-Claude Ivancos, en charge du cadre de vie, de la sécurité, du sport et des cérémonies. Deuxième adjointe Isabelle Gilles, en charge du commerce, des marchés et des festivités. Troisième adjoint Jérôme Garcia, travaux, espaces publics et services techniques. Quatrième adjointe Béatrice Milési, action sociale, santé et personnes âgées. Cinquième adjoint Guillaume Bello, bâtiments, équipements publics. Sixième adjointe Sylvie Gisbert, culture, vie associative et tourisme. Septième adjoint Jacques Morand, urbanisme, planification et patrimoine. Et huitième adjointe Émilie Tricoche, citoyenneté, droits des femmes, jeunesse et communication. Voilà. Donc pour clôturer cette séance, je vais vous donner lecture de la charte de l'élu local, donc qui consiste
en l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14, et ces dispositions constituent donc la charte de l'élu local. Article L 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc voilà, lecture faite de la charte de l'élu local. Donc la séance est close. Encore une fois, merci de votre participation et pour le public, merci de votre présence. Merci encore. Nous vous invitons à nous accompagner, si vous le souhaitez, à un dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Donc on va s'y rendre à pied. Et sinon, à notre retour, d'ici une petite demi-heure, le verre de l'amitié vous sera servi. Donc voilà, vous pouvez évidemment, ce sera un grand plaisir de vous accompagner au Monument aux Morts. Mais voilà, vous pouvez rester dans la salle, un verre de l'amitié sera servi à notre retour d'ici une petite demi-heure. Voilà, merci encore.